Votre attention s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Achetez maintenant $193 pour toute l'année, plus l'expédition et le TV Box. Vendredi 10 novembre 2023 et vous êtes sur Tempo Afrique TV, la télévision des Africains par les Africains et pour les Africains et bien entendu dans cette émission Lumière Internationale, nous l'appelons aussi bien sûr Allo Tempo, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors commençons par professer notre foi musulman que je suis, c'est un jour sacré, alors à tous les musulmans du monde et en commençant par l'Afrique, je dis Juma Mubarak. À tous les chrétiens, vous êtes à 2 jours du dimanche, le jour le plus sacré pour vous, mais disons les vaudouisants, quel que soit le jour. Donc en résumé, pour toutes les obédiences religieuses, chaque jour est sacré parce que c'est la vie que Dieu nous a donnée. Et si nous arrivons à la préserver pour une journée, nous devons dire Inch'Allah, c'est-à-dire merci mon Créateur. Et c'est de ça qu'il s'agit véritablement. Il y a une crise profonde, pernicieuse, politique au Sénégal, j'allais dire, au Sénégal. C'est de la crise politique au Sénégal qu'il s'agit aujourd'hui. Et nous penchons là-dessus, invoquons les mânes de nos ancêtres pour nous aider à décrisper la situation, à désamorcer la bombe pour que la paix revienne au Sénégal. Pour ce faire, nous avons à côté de nous notre confrère Moustapha Ezekiel Diatta depuis Dakar au Sénégal. Moustapha Ezekiel Diatta, bonsoir à vous. Bonsoir professeur Baloubi, je dis bien que ce n'est pas la première crise politique au Sénégal, mais c'est une des plus catastrophiques, si on peut le dire comme ça, crise politique au Sénégal. Donc je dis bonsoir à notre invité spécial, bonsoir à Malick Sall et bonsoir à l'ensemble de ceux qui nous écoutent à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afrique. Et bien sûr, un présidentiable, certainement les mains de nos ancêtres aidant, il prendra la tête du Gabon. Alors notre invité spécial est là pour nous, le président Privat Ngomo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Mon frère Moustapha, depuis Dakar au Sénégal, et bonsoir à mon frère Baloubi, depuis les États-Unis. C'est toujours un plaisir de pouvoir m'exprimer sur la chaîne Tempo Africa, la chaîne des Africains, depuis les États-Unis d'Amérique. Merci de répondre à notre invitation. Eh bien, téléspectatrices et téléspectateurs sénégalais, africains tout court, eh bien, rejoignez-nous sur cette chaîne. Allez sur Facebook, allez sur YouTube et vous êtes en direct. Et envoyez des SMS à vos amis, à vos parents pour qu'ils soient câblés et qu'ils nous suivent, soit en direct ou très bientôt quand on va finir dans 1h30 au plus, ils nous suivent en différé. Alors, le titre que nous avons, c'est bien sûr crise politique au Sénégal. Et vous avez vu les images qui en disent long. L'extrême gauche, quand vous êtes en face de votre télé, eh bien, c'est le jeune charismatique, l'opposant le plus farouche dans sa détermination d'apporter sa vision, n'est-ce pas, pour transformer le Sénégal. Et là, pour nous, le président Ousmane Sonko. Cependant, depuis des lustres, il a été harcelé, il a été persécuté, il a été poursuivi en justice, il a été arrêté. À l'heure où nous vous parlons, il est dans les geôles du pays qu'on appelle le Sénégal sur instruction du président de la République parce que les ordres semblent venir de là. Les décisions de justice
ne sont pas appliquées, contrairement au serment prêté par l'actuel président Macky Sall. Alors, il y a des anciens présidents. Le plus récent, c'est Abdoulaye Wade. Et le plus ancien, c'est le président Diouf. Vous les voyez. Et puis, à l'extrême droite, si vous êtes en face de votre poste de téléviseur ou de votre ordinateur, c'est l'actuel, je n'ose pas l'appeler, bourreau du peuple sénégalais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la thématique. Vous avez la parole. Que vous inspire d'abord ce titre quand on parle de crise dans un pays africain? Qu'est-ce que cela vous inspire, président Ngomo? Vous qui aspirez, n'est-ce pas, devenir président un jour de votre pays natal, le Gabon. Écoutez, l'Afrique francophone subsaharienne va aller de crise en crise. C'est inéluctable. Et c'est dans l'air du temps. Pourquoi? C'est simple. Vous avez une domination néocoloniale française qui se faisait à travers les potentats, à travers les suppôts de la France-Afrique. Et le Sénégal paraissait être une démocratie. Parce que, c'est vrai, le président Senghor avait mis la barre haut. Il avait démissionné et ses successeurs ont essayé de tenir le même standard, voyez-vous. Mais dans le fond, le Sénégal, comme mon pays le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, est sous tutelle france-africaine, dans le fond. Même si la forme du Sénégal donnait l'impression d'une relative démocratie et que les autres apparaissaient véritablement comme des dictatures. Mais dans la réalité, les forces souterraines qui maintiennent le Sénégal dans le sous-développement, malgré un vernis démocratique, sont les mêmes forces qui maintiennent le Gabon, qui maintiennent le Togo, la Côte d'Ivoire et les autres pays africains sous tutelle française sont les mêmes forces. Il se trouve que maintenant, il y a un élan puissant de souveraineté porté par l'âme panafricaniste. C'est cela qui est nouveau. Et donc, cet élan, cette lame, cette vague de remise en cause de la France-Afrique va forcément s'opposer aux ambitions impérialistes qui étaient assurées par les présidents préfets, les présidents gouverneurs. Et forcément, cela va créer une crise, d'une manière ou d'une autre, une crise qui prendra des formes différentes selon les pays, selon l'histoire et selon les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Elle est violente, on le voit au Mali, elle a été également au Niger et au Burkina Faso, elle est plus soft au Centrafrique, et elle risque d'être très violente au Sénégal, puisque les enjeux sont très importants, comme elle risque à nouveau d'être violente en Côte d'Ivoire. Donc dans les années à venir, attendez-vous de plus en plus à des crises, parce que deux forces contradictoires qui s'excluent l'une de l'autre sont désormais en combat. Il y a la force panafricaniste qui revendique la souveraineté de l'Afrique, et puis il y a la force france-africaine qui veut maintenir l'Afrique sous domination. Vous voyez que ces deux courants s'opposent, comme le plus et le moins. Nous sommes donc là véritablement dans un combat, dans une crise que la plupart des pays africains francophones qui aspirent à la véritable indépendance vont avoir. Voilà pourquoi je ne suis pas surpris de ce qui se passe au Sénégal. Il se trouve que les formes qui sont empruntées, les acteurs sont d'une part Ousmane Sonko, la tête montante, l'élite brillante du Sénégal, de l'avenir, et puis on a l'étoile déclinante, Macky Sall, qui refuse de voir une autre étoile briller. Mais ça, c'est le cas du Sénégal. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, en 2025, on aura encore deux puissants barons qui vont s'affronter, s'ils sont tous vivants, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Voyez-vous? Et vous aurez la même crise également au Cameroun bientôt, avec Maurice Kamto et puis Paul Biya. Nous allons aller de crise en crise. Voilà un peu la leçon qu'il faut tirer de la situation présente
au Sénégal. Alors, Mustapha, vous avez une question ou des questions, allez-y. Oui, bonsoir encore une fois, mais parlant du Sénégal, en 1962, une crise politique s'éclata entre Mamadou Dia et Senghor. En 2021 jusqu'à 2023, une grande crise politique s'éclate entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Mais le silence des présidents tels que Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, qui ont de l'expérience, une fois été président, inquiète les Sénégalais. Qu'est-ce que vous en pensez, ce silence-là? Selon vous, qu'est-ce qui a causé ce silence de ces anciens présidents? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question que vous posez, c'est-à-dire le rôle des anciens chefs d'État lorsque les crises se cristallisent dans leur pays. Que doivent-ils faire? Mais avant de répondre à cette question importante, vous me permettrez d'abord de faire un détour dans le passé, dans l'histoire africaine. Et je voulais dire l'histoire pré-esclavagiste, pré-coloniale, lorsque nous étions encore les véritables maîtres de notre politique, lorsque nous gouvernons de manière autonome, de manière indépendante, de manière souveraine. Déjà, il faut dire qu'il n'y avait pas de président, voyez-vous. Il y avait des rois ou des empereurs ou des chefs traditionnels, des chefs coutumiers. Et le chef l'était, le roi l'était, l'empereur l'était jusqu'à sa mort. Donc, on n'allait pas avoir une succession de rois vivants pouvant encadrer le roi en fonction. Non. Lorsque le roi est mort, il est remplacé par un nouveau roi. Ce nouveau roi a les conseils du roi qui part de son vivant. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec les présidents qui quittent le pouvoir et qui sont toujours vivants et qui donc doivent apporter leur contribution. Mais les rois africains, les empereurs africains, les chefs traditionnels africains étaient entourés d'une cour, d'un conseil des sages. Et ce sont ces sages qui, en fait, étaient de véritables machines de prévention ou de régulation de crise à travers leurs conseils avisés, à travers leurs observations quant à la manière dont le roi gouvernait le royaume ou l'empereur gouvernait l'empire où le chef traditionnel gouvernait sa communauté villageoise. Il y avait donc un conseil des sages. Et les choses se passaient relativement bien. Et que s'est-il passé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'éruption occidentale avec l'esclavage et surtout avec la colonisation qui est venue déstructurer, qui est venue dévaster ces formes d'organisation politique que nous avions dans le passé et qui marchaient fort bien. Et donc, en dévastant cette réalité, les sages ne sont plus au premier rôle dans la gestion de l'État post-colonial. Ils ont été écartés ou relégués comme simples auxiliaires. Ils ne jouent plus un rôle important, ils ne jouent plus un rôle de premier plan. Tant et si bien que le président, en réalité, africain de l'État post-colonial, ne dispose pas du conseil des sages. Il en est privé. Parce que le pouvoir colonial, l'État post-colonial, ne veut pas que le président puisse écouter d'autres voix que celle qui vient de l'Élysée. Donc ne soyez pas surpris si l'ensemble des pays africains de l'espace francophone ne possèdent pas de conseil de sages, des chefs coutumiers, des personnes qui ont la sagesse africaine et qui pourraient de temps en temps peser de tout leur poids pour que des crises soient résolues de manière pacifique. Ne soyez pas surpris, c'est volontaire. Le président d'un État africain francophone doit avoir pour seul conseil et pour seule voix le diktat élyséen. C'est voulu. Et du coup, nos
chefs d'État africains n'ont plus à leur côté les bons conseils pour éviter les graves crises. Et qu'est-ce qu'on constate au Sénégal? Que Macky Sall n'a pas autour de lui des sages. Il n'a même pas autour de lui des anciens présidents qui auraient pu jouer ce rôle. Alors la question maintenant que vous me posez et à laquelle je vais répondre, pourquoi Abdoulaye Wade, qui a été chef de l'État, ne dit rien de cette crise? Pourquoi on ne l'entend pas? Est-il indifférent à ce qui se passe dans son pays? Pourquoi Abdou Diouf, est également muet comme une table? Ce qui se passe dans son pays ne le touche pas. Il faudrait leur poser la question pour qu'ils sortent de leur silence. C'est clair. Ils doivent s'exprimer. Ils ne vont pas attendre que le Sénégal explose pour maintenant venir dire ce qu'il aurait fallu faire. Ils doivent prendre la parole. Ils sont sommés de prendre la parole. Maintenant, permettez-moi de donner un peu mon avis sur le silence de ces présidents. Il peut y avoir une raison d'ordre éthique. C'est-à-dire que quand on a été chef de l'État et qu'on ne l'est plus, on considère qu'on doit garder le silence. On doit laisser d'autres personnes gérer le pays et ne plus venir un peu comme ça en émission gênante, embarrassante. On laisse la personne qui a aux affaires gérer à son tour. Ça peut être déjà ça. Le principe du respect de la gestion d'autrui de la part de l'ancien président qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son pays. Pour ne pas gêner, pour ne pas sembler donner des leçons. Ça peut être une posture due à cette éthique que je viens de présenter. Ça peut aussi être une posture, de mon point de vue, de lâcheté. Et là, nous sortons de l'éthique. Ce sont des présidents qui sont lâches et qui n'ont pas le courage de prendre la parole devant une situation difficile, préoccupante pour leur pays, préoccupante pour la nation sénégalaise. Ils sont lâches, ils ont peur, peut-être de se brûler les doigts s'ils entrent dans cette crise, alors que leur avis aujourd'hui est peut-être attendu. Cette lâcheté peut tenir aussi au fait que la France-Afrique, qui n'est pas loin dans cette crise, est leur maître. La France-Afrique a été le maître d'Abdoulaye Wade. La France-Afrique a été le maître d'Abdou Diouf. La France-Afrique aujourd'hui est le maître de Macky Sall. Et donc, ayant tous le même maître, si ce dernier leur dit de ne pas intervenir, ils vont se taire. Ils vont se taire pour préserver leurs intérêts. Car même s'ils sont plus chefs d'État, ils continuent à avoir quelques intérêts qu'ils ne vont pas sacrifier en prenant la parole dans un conflit où, il faut le dire, ils sont bien lointains par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont bien lointains. Donc, il y a ces différentes raisons que je vois. Soit une posture d'éthique morale, de respect de la gestion présidentielle d'autrui, surtout que soi-même on a été président, soit une lâcheté, ne pas vouloir entrer, ne pas vouloir prendre la parole dans une crise dans laquelle on ne se sent pas concerné soi-même, soit alors tenir compte de la vie du maître France-africain qui en réalité semble être derrière Macky Sall, car les positions de Ousmane Sonko de remettre en cause le franc CFA ne sont pas de nature à rassurer la France. La France, qui est naturellement le maître à penser de Macky Sall. Donc peut-être que toutes les tribulations que Ousmane Sonko connaît aujourd'hui sont orchestrées, planifiées, conceptualisées depuis l'Élysée. L'Élysée ne verrait pas de bon oeil qu'un anti-France-africain prenne le pouvoir au Sénégal. Ce serait très très grave, gravissime. Voyez-vous? Donc si c'est cela la réalité, on peut donc comprendre le silence d'Abdou Diouf et le silence d'Abdoulaye Wade. On peut donc comprendre ainsi. Autrement, s'ils se taisent, c'est qu'ils n'ont plus d'amour pour leur pays, ils n'ont plus d'amour pour le peuple qu'ils ont eu à diriger, et qu'ils sont relativement indifférents quant à ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire une déflagration de la société sénégalaise à cause de la crise aujourd'hui qui oppose Ousmane Sonko et Macky Sall. Voilà la réponse que je peux suggérer par rapport à la question de mon
frère Mustapha, sur le rôle qu'auraient dû jouer les deux présidents précédents qui sont toujours vivants, c'est-à-dire Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Merci. Merci infiniment, Président Ngomo. Et là, je ne trahis aucun secret. Je vais vous vider ce que j'ai dans le cœur. Je vais vous vider aussi ce que j'ai dans la tête parce que je viens d'un pays qui s'appelle le Bénin, pays de Kaba, de Bianquera, de Guézo et j'en passe. La liste est longue. L'histoire politique du Bénin est comparable à celle du Sénégal, à la seule différence que le Sénégal est resté vitrine de la démocratie. Mais nous avons vu que cette vitrine est en train de se briser. Et c'est cela qu'il faut éviter à tout prix. Je parle ici pas simplement en tant que journaliste, mais je parle en tant que citoyen concerné. Et j'ai les mêmes préoccupations que je ressens toujours pour mon pays, pour ma patrie, le Bénin. Et c'est de la même manière, le même poids que cela pèse dans mon cœur quand il s'agit du cas du Sénégal. La situation est préoccupante. Pourquoi suis-je en train de parler du Bénin? Parce que c'est le cas que j'ai vécu et que je connais le mieux. Citoyens donc béninois, lorsque les anciens présidents se retrouvent, lorsque nous avons vu après de longues crises, nous avons vu le président de la transition et puis le premier président du renouveau démocratique, Nicéphore Dieudonné Soglo. Ensuite, son successeur, Kérékou, lui, il s'en est allé. Et puis, des mains de Sérékou, le bâton fut remis à Boni Yayi. Lorsque nous voyons les dieux se concerter, que ce n'est pas nécessairement en une réunion télévisée, mais lorsque nous apprenons que le président Soglo sera reçu en audience par le président Talon, moi, ça me réchauffe le cœur. Lorsque j'apprends que le président Yayi Boni va se retrouver au palais dans une réunion donc de concertation avec le président Talon, ça me gaye le cœur. Et c'est ainsi que j'estime que tous les citoyens, c'est ainsi qu'ils réfléchissent. Et c'est ce que certainement ils ressentent parce qu'ils veulent un pays, le Bénin, paisible, réconcilié avec lui-même et que les crises soient d'abord anticipées de toutes les façons avant qu'elles n'éclatent. Et que c'est l'éclat, c'est qu'elles dépassent alors les capacités managériales de ceux-là qui sont passés par là et qui sont censés donner de conseils au président Talon. Dans le cas du Sénégal, vous avez parlé de l'éthique, vous avez parlé de lâcheté. Je n'ose pas dire que Yayi Boni, président Nicéphore Dieudonné Soglo, on n'est pas obligé de les voir tout le temps. J'espère que le courant passe et que rien ne se passera de mauvais et qu'ils donneront tous les conseils qu'il faut au président actuel Talon. Encore faudrait-il que cela soit sincère, qu'ils s'écoutent, qu'ils se parlent franchement, sans se jeter des pots de banane. Je voudrais voir la même chose au Sénégal. Président Diouf, président Abdoulaye Wade, est-ce que vous voyez autre chose? Parce que je mets toute considération france-africaine de côté. Est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième possibilité, en dehors de l'éthique et de la lâcheté, que moi, je voudrais mettre de côté? Bon, il est déjà bien et il est fort judicieux que Patrice Talon ait décidé de s'inviter dans cette crise en jouant les intermédiaires. Mais Patrice Talon est béninois. Pourquoi les présidents qui ne sont plus en exercice, les présidents sénégalais, n'ont pas pris cette initiative? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que le Béninois Patrice Talon, président en exercice, serait beaucoup plus sensible à la crise sénégalaise que les présidents Abdoulaye Wade et Abdou Diouf qui ont géré le pays et qui savent très bien que d'un moment à l'autre, la crise peut être catastrophique, comme disait Mustapha tout à l'heure? Pourquoi ils se taisent? Ceux qui, plus que Patrice Talon,
devrait prendre la parole? Pourquoi il se tait? C'est une question importante qu'il faut poser. Et nous demandons que Abdoulaye Wade et Abdou Diouf prennent la parole et essayent de réconcilier les deux frères que sont Ousmane Sonko et Macky Sall, et donc de réconcilier le Sénégal. C'est ce que nous attendons des anciens présidents qui sont prétendus sages. Maintenant, Patrice Talon s'invite. Vous l'avez dit, mon frère, quelles sont les motivations? Est-ce des motivations sincères ou n'est-il pas encore un cheval de Troie envoyé par la France-Afrique? Je veux quand même relever que Patrice Talon fait partie des présidents qui sont très proches de la France-Afrique, pour ne pas dire qu'ils sont France-africains. Car la crise du Sénégal, je l'ai dit tantôt, c'est une crise entre deux dynamiques contraires qui s'opposent. La dynamique souveraine, voire panafricaniste, contre la dynamique france-africaine de domination. Or, l'attitude et la gestion de Patrice Talon montrent qu'il est davantage du côté de la dynamique france-africaine de domination. Donc, il est beaucoup plus proche de Macky Sall que de Ousmane Sonko. Bien. Président Ngomo, vous m'avez peut-être mal compris. Je faisais simplement une sorte de parallèle. Je vous décris ce qui se passe au Bénin, où je vois les anciens présidents quand même traiter avec le président Talon. Et je me demande pourquoi il n'en serait pas de même, n'est-ce pas, au Sénégal, où on verrait Abdou Diouf et puis Wade traiter avec Macky Sall, pour lui donner des conseils afin qu'on ne puisse anticiper cette crise qui vraiment est déjà une bombe qui est prête à exploser. Mais j'ai bien compris votre préoccupation et j'ai bien compris la comparaison que vous avez établie entre le Bénin et le Sénégal. Et j'ai dit justement que j'étais très surpris pour ma part que la démarche que les anciens présidents au Bénin ont à l'endroit, par exemple, de Patrice Talon, pour qu'il n'y ait, par exemple, pas de crise, ben, on constate que cette démarche n'existe pas au niveau des anciens présidents sénégalais. Et la raison, ce sont eux qui l'ont. Moi, je n'ai fait que supputer. Je n'ai fait que donner une idée, une suggestion. Mais, en même temps, vous dites que Patrice Talon a décidé de se faire intermédiaire, de faire état de ses bons offices de médiateur. Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai cru que vous me disiez que Patrice Talon a décidé de se rapprocher de Macky Sall pour voir dans quelle mesure, enfin, de recevoir Sonko, pour voir dans quelle mesure il pourrait régler la crise. Non. Voilà, j'ai dit simplement, il s'est rapproché du président Soglo, il s'est rapproché du président Boni Yayi. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau se trouve ce rapprochement, si le rapprochement continue, mais en tant que Béninois, nous avons suivi jusqu'à un certain moment qu'il y a eu de ces tentatives et que cela me réchauffait personnellement le cœur. Et je formulais simplement le vœu que la même chose se fasse du côté donc de Macky Sall en direction de Diouf et de Abdoulaye Wade. Ah, d'accord, j'ai compris. Ouais, je vois ma confusion est venue entre Soglo et Sonko. Voyez-vous, c'est cela. C'est cela qui m'a un peu perturbé. Bon, de toute façon, c'est compris. Attendons maintenant que le sens de l'État, le sens d'homme d'État, que certainement M. Wade et M. Diouf ont, soit à l'ordre du jour et s'invite dans cette crise pour que finalement on puisse la dénouer. Mais tant que ces personnes refusent d'avoir la même démarche des anciens présidents béninois, il serait difficile de les forcer. Voyez-vous? Donc nous allons attendre. Moustapha. En espérant peut-être que les personnes qui ont assez d'autorité ou assez de conseils avisés pourraient se rapprocher de M. Abdoulaye Wade et de M. Abdou Diouf pour leur demander de continuer. Oui. Oui, en 2016, Macky Sall et Abdoulaye Wade se sont réconciliés à la mosquée à Dakar, la mosquée Mouride.
Et tout le monde avait cet espoir qu'il écouterait certainement, il y aurait des rencontres avec le président Abdoulaye Wade qu'il a vraiment formé politiquement pour avoir quand même ses conseils de sage. Malheureusement, excusez-moi, nous nous sommes rendus compte que le bras de fer continuait entre lui et Macky Sall à cause de son fils, le ministre d'État Karim Wade. Est-ce que ce n'est pas cette guéguenne entre Macky Sall et qui voulait coûte que coûte que son fils Wade fils ne soit pas du tout candidat à la présidentielle de 2019, ce qui a fait mal à son père. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause de cette rancœur que Abdoulaye Wade s'était toujours s'est recroquevillé sur lui-même? Au moment où au Sénégal, son petit-fils sont tués en 2021, en 2023, les corps ont jonché dans les rues de Dakar et pourtant Abdoulaye Wade est là. Bon, c'est vrai que le président Abdoulaye Wade a de bonnes raisons d'en vouloir à Macky Sall. C'est quand même Macky Sall qui est son tombeur. Macky Sall n'a pas voulu qu'il passe un 3e mandat. Macky Sall s'est acharné sur son fils, Karim Wade, et l'a même envoyé en prison pour qu'il ne puisse pas être candidat. Donc, il a de bonnes raisons, effectivement, d'avoir quelques rancunes à l'endroit de son prédécesseur. C'est vrai. Mais quand on est un homme politique qui a une certaine stature, on doit dépasser ces états d'âme. Et on doit voir l'intérêt du pays. Et je ne pense pas que la rancune de M. Abdoulaye Wade sera satisfait si d'aventure le Sénégal se perd dans une crise excessivement catastrophique. Sera-t-il content de voir son pays partir en fumée? Parce que simplement, Macky Sall a été son tombeur, Macky Sall a empêché à son fils d'être président. Ce serait bien triste qu'après avoir dirigé le Sénégal, Abdoulaye Wade ne montre pas qu'il a vraiment une stature d'homme d'État. Cette raison, je la comprends, elle est personnelle. Mais le président Abdoulaye Wade, qui de mon point de vue a assez d'étoffe, doit pouvoir transcender cela et entrer dans la peau de l'homme d'État. Et l'homme d'État qu'il est doit nécessairement agir, il doit s'impliquer pour que cette crise soit dénouée. Il doit avoir l'attitude des autres présidents, anciens présidents béninois. C'est ce qu'on attend aujourd'hui d'eux. Pour une fois, le Sénégal s'inspire de notre petite démocratie africaine. Ça lui fera du bien. Oui, il reçoit Ousmane Sonko en 2019 pendant les élections présidentielles et il demande les Sénégalais il dit aux Sénégalais que Sonko est son fils, de par son charisme, de par son message souverainiste, de par sa popularité au Sénégal. Et pourquoi ce silence mortel d'Abdoulaye Wade vis-à-vis de celui qu'il a considéré comme son fils et que les Sénégalais doivent continuer à l'aimer et à le soutenir? Aujourd'hui, Wade se tait comme il est dans un sommeil profond. À moment où Sonko est entre la mort et la vie, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je l'ai dit, à part les 3 hypothèses que j'ai soulevées, c'est-à-dire le code déontologique d'un ancien chef d'État qui a un droit de réserve et de silence, la lâcheté de ne pas vouloir s'inviter dans une crise où il peut peut-être se brûler les doigts, et peut-être le mot d'ordre du maître France-africain qui refuse justement que ces anciens présidents ne viennent au secours de Sonko. Peut-être que c'est une de ces 3 raisons. Je n'en vois pas de 4e. Sinon, comment expliquer que ces présidents laissent comme ça la politique sénégalaise aller à volo? Cela ne les honore pas. Il faut bien qu'ils prennent la parole. Il faut peut-être qu'un jour, ils soient interpellés publiquement pour qu'on sache pourquoi ils se taisent. Moi, j'ai donné mes raisons, les raisons qui expliquent ce silence, mais il serait bien que ces hommes d'État qui ont eu l'habitude de prendre la parole, de s'exprimer en leur nom pour leur pays, également là maintenant, donnent leur point de vue sur la situation et fassent leurs bons offices pour que la situation soit réglée et que le Sénégal parte en février 2024 vers des élections inclusives et apaisées. C'est ce que nous tous nous souhaitons. Que les sages
que les anciens présidents montent au créneau et jouent la partition. Et je crois que le Sénégal s'en portera mieux. Par rapport à ce qui se passe dans les pays, comme le professeur Baloubi vient de dire au Bénin, qui est un très bon exemple, nous avons aussi aux États-Unis les anciens présidents qui, quand ils voient que la nation est vraiment ébranlée, ils sortent et puis s'expriment. Et on voit que la tension est en baisse. Alors, Abdou Diouf, qui était le successeur de Senghor, un Senghorien, mais nous avons constaté qu'il est aujourd'hui le plus proche de Macky Sall. Même il a donné la salle de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Et quelque part, Abdou Diouf est très proche de Macky Sall, mais il est aussi plus plongé dans le silence. Est-ce que ce n'est pas un compromis que le président Abdou Diouf est en train de faire par rapport au peuple qu'il a dirigé entre 1981 jusqu'en 2000? Mais vous savez, hein, peut-être que nous avançons trop en nous disant qu'ils ne font rien. Certaines diplomaties sont secrètes, voyez-vous. Les tractations se font sans que les gens ne soient au courant. Peut-être qu'actuellement, le président Abdoulaye Wade agit autant qu'il peut auprès de son fils Ousmane Sonko. Peut-être que le président Abdou Diouf, lui, travaille auprès de Macky Sall. Je n'en sais rien. Dans tous les cas, il est possible que ces présidents qu'on n'entend pas actuellement sont en train de faire un travail, soit directement, soit indirectement, sur les protagonistes, afin de trouver une solution qui honore tout le monde. Donc, je n'exclus pas cette possibilité d'action souterraine. Maintenant, si elle n'a pas lieu, c'est parfaitement regrettable. Alors, la dernière question pour le moment. Qu'est-ce que Pastef Gabon pourrait faire pour provoquer à ces anciens présidents du Sénégal de prendre parole pour défendre la démocratie? Parce que au-delà de la personne d'Ousmane Sonko, nous parlons de la démocratie, nous parlons de la liberté d'expression, nous parlons de l'indépendance du Sénégal et de l'Afrique. Qu'est-ce que Pastef Gabon, quelles sont les stratégies que le Pastef de Gabon pourrait développer pour permettre à ces présidents quand même de sortir de leur cachette pour s'exprimer? Ok. Bon, là, vous parlez de Pastef Gabon et vous me donnez l'occasion quand même pour ceux qui nous écoutent d'apporter quelques explications, hein, qui ne seront pas de trop. Nous avons constitué une structure, une plateforme, nous avons dénommé la conférence des présidents panafricains. Cette plateforme aujourd'hui est constituée de plusieurs présidents d'associations et de partis politiques panafricains qui se retrouvent dans environ 10 pays d'Afrique francophone. Il y a le Gabon que je représente, il y a les Comores, il y a le Niger, il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville. Nous avons décidé de nous mobiliser pour exiger que le PASTEF du Sénégal et Ousmane Sonko recouvrent leurs droits civils et politiques. C'est donc dans cette plateforme que nous agissons. Et pour l'instant, le leader de cette plateforme, c'est le président Saïd Larifou, qui est donc le PASTEF Comore, le PASTEF 269 Comore, et qui est en même temps l'avocat, un des avocats d'Ousmane Sonko, et qui a l'habitude de venir à Dakar pour plaider la cause de son client. Donc, notre plateforme existe depuis maintenant 2 mois et nous avons produit plusieurs communiqués dans lesquels nous avons condamné l'attitude du gouvernement sénégalais, condamné l'obstination du président Macky Sall à vouloir coûte que coûte écarter de la présidentielle le jeune leader charismatique Ousmane Sonko. Mais nous avons également décidé, en plus de nous battre pour la libération d'Ousmane Sonko, nous avons également décidé de nous battre pour que
le PASTEF Sénégal soit à nouveau réhabilité, car il a été injustement radié. Et la démarche symbolique que nous avons entreprise essaie de dire que, comme le président Macky Sall, sur la terre de la Teranga, a décidé que PASTEF Sénégal n'aura plus d'activité politique, eh bien, nous, Africains, qui avons également des terres qui sont libres, eh bien, nous nous proposons de faire en sorte que le PASTEF vive dans nos terres. Et donc, nous avons décidé que jusqu'à ce que le PASTEF soit réhabilité et jusqu'à ce que Ousmane Sonko soit libéré, nos mouvements, nos partis politiques vont prendre le radical PASTEF plus indicatif du pays. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Président Tougomo, qui vous parle, il est le responsable, non pas du New Power, mais le responsable du PASTEF 241 New Power. Nous représentons maintenant ici au Gabon les intérêts du PASTEF. Et nous nous battons pour que notre frère Ousmane Sonko soit donc libéré et que son parti, le PASTEF, soit à nouveau réhabilité et puisse agir dans la sphère politique sénégalaise. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, quelles sont les actions que nous pouvons poser pour amener les chefs d'État anciens, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, à prendre la parole? Mais déjà, nous pouvons faire un communiqué. Nous pouvons écrire à ces personnalités pour leur demander de sortir de leur silence ou que s'ils sont dans une diplomatie secrète, de s'exprimer publiquement. Car le Sénégal attend cela, l'Afrique de l'Ouest attend cela, toute l'Afrique attend que ces présidents qui sont des sages prennent la parole pour éviter de grands tourments au pays qu'ils ont dirigé. Nous pouvons faire un communiqué, je pourrais le suggérer, par exemple, au président Larifou Saïd des Comores. Première chose. Deuxième chose, nous pouvons écrire à nos différentes ambassades pour demander justement qu'elles puissent agir elles aussi dans ce sens. Même si nous savons que ces ambassadeurs ont été nommés par Macky Sall, nous pensons que les ambassadeurs ont quand même une fibre patriotique de ne pas rester indifférents face à la crise grave que connaît leur pays. Nous pouvons aussi toucher les différents ambassadeurs dans notre pays. Nous pouvons aussi faire une conférence de presse ou, pardon, un point de presse dans lequel nous disons de façon très officielle et très publique ce que je suis en train de narrer maintenant. Nous disons que le Sénégal doit renouer avec la paix, doit renouer avec la stabilité et doit éviter une crise qui peut véritablement déstructurer un pays qui avait déjà réussi à se conserver comme une des nations les plus démocratiques d'Afrique de l'Ouest. Donc, nous pouvons agir et les Sénégalais, le monde verra que la question Ousmane Sonko et PASTEF n'est plus une affaire sénégalo-sénégalaise. Elle a désormais pris une dimension africaine, pour ne pas dire panafricaniste. Ça voudra dire que les Africains se soucient de la situation du Sénégal, parce que ce qui touche au Sénégal, touche aux Sénégalais et touche donc à tous les autres Africains, car nous sommes dans la même barque. Voilà ce que nous pouvons faire dans un premier temps. Nous avons déjà commencé et nous allons poursuivre. Je peux vous rassurer. Bien, Président Ngomo, je vous prie de comprendre ce que je dis. Il y a 6 jours, j'ai fermé 70 ans. Alors, quand on a 70 ans, on peut se permettre de dire certaines choses, mais avec toute la sagesse requise. Dans votre âme et conscience, en tout cas moi, mon âme et conscience, il me semble que des conflits, nous en avons connus assez. Nous en avons subi assez. Nous avons perdu assez de vies très chères, sacrées. Est-ce qu'il n'est pas temps d'utiliser une stratégie différente pour dénouer les crises,
pour régler les questions de conflits sociaux, politiques, et j'en passe. Il semble, à mon humble avis, que nous prenons cette stratégie ou cette résolution de conflit, parfois, pour ne pas dire trop souvent, par le mauvais bout. Est-ce que PASTEF, Afrique francophone, 225, 224, 223, 269, etc., dans votre structure de président de parti panafricain, est-ce que vous ne vous sentez pas assez suffisamment fort, suffisamment scellé? Votre voix n'a-t-elle pas assez d'autorité pour, par exemple, faire une délégation et aller des visous face à face, demander une audience et rencontrer le président Macky Sall? Je pense que ça peut être l'une des stratégies. Les autres, vous pouvez ne pas les déballer ici sur le plateau, mais aller des visous ou demander à rencontrer le président Macky Sall serait une bonne chose. Parce que souvent, voici l'erreur que l'on commet. On se met d'un côté, on soutient une partie et on condamne l'autre partie. Et si votre lutte s'arrête ou se limite aux conférences de presse, aux dénonciations, j'estime que cela ira en contradiction avec ce que vous nous avez dit de l'Afrique traditionnelle. Soyez des postulants au poste donc de conseil, ne serait-ce que pour donner des avis consultatifs à nos présidents de toute l'Afrique. En tout cas, d'abord l'Afrique francophone. Que pensez-vous de cette posture, de cette stratégie, président Ngomo? Écoutez, je la trouve très pertinente et même audacieuse. Je la trouve très pertinente et même audacieuse. Mais néanmoins, je m'interroge. Je m'interroge sur l'acteur principal vers qui cette stratégie est tournée, Macky Sall. D'abord, Macky Sall peut ne pas vouloir régler cette crise. Il peut volontairement souhaiter que le Sénégal se retrouve en situation de crise profonde pour justifier peut-être une prolongation de son mandat présidentiel. Cette crise peut-être sert Macky Sall. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention pour le président Ngomo? Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention? Non, ce n'est pas un procès d'intention. C'est juste une analyse que nous pouvons faire. Cette analyse peut se révéler exacte dans quelques mois. Vous savez, il paraît que le Premier ministre Netanyahou était au courant que le Hamas allait frapper. Les services secrets le lui ont dit. Il a laissé faire. Parce que justement, ce qu'il entendait réaliser comme riposte, entrer dans ses desseins de vouloir absolument reprendre le contrôle de Gaza et surtout se sortir d'une situation où, sur le plan populaire, il était rejeté par une grande majorité des Israéliens. Par moments, certains hommes politiques cyniques refusent de régler les crises parce qu'ils savent que la crise sert leurs intérêts de puissance, de pouvoir. Donc, je ne prête pas des intentions. Je fais simplement une analyse et je la compare à l'attitude cynique et mortifère de Benjamin Netanyahou en Israël. Peut-être que la crise au Sénégal sert les intérêts égoïstes de Macky Sall. Dans cette logique, pourquoi va-t-il écouter les conseils qui vont lui demander de régler cette crise? Si dans cette crise, finalement, il est le grand perdant. Je veux dire ici que Macky Sall semble avoir une haine personnelle à l'endroit d'Ousmane Sonko, qu'il a radié de la fonction publique. Comme vous le savez, Ousmane Sonko est inspecteur des impôts. Macky Sall l'a radié pour, semble-t-il, soit un rapport qu'il aurait fait où il incriminait, je crois, la gouvernance de Macky Sall. Il a été radié. Et Macky Sall décide
non seulement de radier Ousmane Sonko, mais de le détruire politiquement. Quand ce dernier commence à avoir une popularité sans nom au Sénégal. Macky Sall est sur la fin, il le sait. Il a fait 2 mandats, il n'en fera pas un 3e. Donc, il ne peut pas arrêter l'irrésistible ascension de Ousmane Sonko. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il faut une crise. Il faut une crise et dans cette crise, il ne faut surtout pas que Ousmane Sonko triomphe. Car si Ousmane Sonko vient à triompher, c'est-à-dire que la crise est résolue, qu'Ousmane Sonko est libéré, que le pasteur est réhabilité, qu'Ousmane Sonko dispose des parrainages et qu'il peut se présenter aux élections présidentielles, qu'est-ce qui peut arriver à Macky Sall, qui ne soit pas candidat? C'est qu'il va redevenir simple citoyen. Or, on dit qu'il y a des affaires de corruption, de la gestion népotique de Macky Sall, qui sera forcément pointée par les magistrats sous le règne d'Ousmane Sonko, qui va le laisser faire. Donc Macky Sall, en fait, risque la prison si demain Ousmane Sonko devient président de la République. Ce n'est pas qu'Ousmane Sonko voudra se venger, mais il va simplement laisser la justice faire son travail. Il ne va pas empêcher cela. Et si la justice montre que l'affaire du TER, ou bien l'affaire de l'aéroport Blaise Diagne, ou bien d'autres affaires ont été gérées avec beaucoup d'indélicatesse à l'endroit du trésor public sénégalais, mais Macky Sall sera obligé de venir répondre de ses actes devant le tribunal de Dakar. C'est humiliant. Donc, non seulement il ne faut pas que Ousmane Sonko devienne président du Sénégal à cause de ce qu'il redoute, je viens de vous le dire, mais il faut peut-être cette crise-là pour commencer à dire qu'il est indispensable. Lui seul peut apporter une solution à la crise. Voyez-vous? Donc, la seule limitante que je vois, mon frère Baloubi, à votre audacieuse et pertinente suggestion, c'est que le principal concerné n'en veuille pas, car cela dessert ses intérêts cachés et inavoués. Cela peut desservir Macky Sall, que cette crise soit résolue au bénéfice d'Ousmane Sonko, qui alors serait candidat et qui a toutes les chances de devenir le prochain président de la République. Voilà ce que m'inspire un peu votre brillante suggestion, à laquelle je vais apporter quelques réserves. Merci pour la réserve. Néanmoins, j'estime que ce premier pas, si on le faisait, pourrait, n'est-ce pas, justifier la radicalisation de votre position pour multiplier les pastefs. J'estime que c'est une bonne chose que d'avoir des pastefs, mais est-ce que cela ne va pas s'arrêter, se limiter là, pour qu'on ne voit aucune action positive, concrète, qui soulage les populations sénégalaises qui sont en crise, en proie à des soucis majeurs? Est-ce que on ne peut pas faire ce premier pas et puis après dire on a fait quand même? On n'a pas, c'est vraiment notre dernière cartouche, les dénonciations. Mais quand on commence par ce qui serait donc former une alliance anti-Macky Sall, est-ce que ce n'est pas prévenir le serpent qu'on veut lui trancher la tête pour qu'il devienne beaucoup plus venimeux? Écoutez, nous ne voulons pas trancher la tête de Macky Sall. Nous l'appelons simplement à avoir l'attitude d'un homme d'État et à respecter la Constitution et le droit positif de son pays. C'est tout ce que nous demandons à monsieur le président Macky Sall. Et comme nous avons pris parti dès le départ, nous ne sommes pas du côté de Macky Sall. Donc nous ne pouvons pas aussi mentir. Nous n'avons pas une position hypocrite. Dès le départ, nous sommes avec Ousmane Sonko. Nous ne sommes pas l'africaniste comme lui. Nous sommes anti-France-africains comme lui. Nous sommes de sa génération. Donc, sur cette base-là, il nous faut déjà dire très clairement à Macky Sall que notre camp est du côté de Ousmane Sonko. C'est clair. Nous ne tenons pas Macky Sall dans la même estime que nous tenons Ousmane Sonko. Pour autant, si l'idée d'aller rencontrer l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi d'Ousmane Sonko, est pertinente, je doute de son efficacité, car celui qui va nous recevoir, je vous l'ai dit, n'est pas
dans les dispositions personnelles et même républicaines à faciliter la résolution de cette crise. Je crois que toute négociation avec Macky Sall ne passera pas. Ne passera pas. Parce qu'il ne veut pas de Ousmane Sonko comme président du Sénégal. Or, il sait que si la crise actuelle est résolue de manière pacifique, Ousmane Sonko sera candidat et il va gagner. Donc, il est dans l'intérêt de Macky Sall, qui ne peut plus être président pour un troisième mandat, d'empêcher Ousmane Sonko de l'être. Et la crise lui permet justement de faire en sorte que son vœu soit exaucé. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous allons dénoncer, nous allons faire des communiqués, nous allons agir par le verbe. Mais une démarche vers le principal concerné me semble hypothétique du point de vue des résultats. Il va nous écouter par politesse, il n'en fera rien. Je peux imaginer quand même que depuis que cette crise a commencé, des présidents qui ont quand même à cœur le sort ou le souci de paix du Sénégal l'ont peut-être appelé. Peut-être que le président Alassane Dramane Ouattara l'a appelé. Peut-être que le président Embalo Sissoko l'a appelé. Peut-être que le président Fonia Sibé Yadeba l'a appelé. Peut-être que le président Talon. Peut-être que le président Paul Biya, le président Sassou Nguesso, que sais-je, l'ont peut-être appelé pour lui dire, mais frère, est-ce que tu ne penses pas qu'il serait mieux d'adoucir? Est-ce que tu ne penses pas? Je suis persuadé quand même que certains chefs d'État ont eu à faire cette démarche-là de façon discrète, de façon secrète. Car tout le monde ne peut pas rester indifférent, surtout les chefs d'État qui aiment le Sénégal. Mais si malgré ça, Macky Sall maintient sa position, ça veut dire qu'il est fermé à toute médiation. Je crois que c'est l'aspect qu'il faut relever. Il est fermé à toute médiation parce que cette crise sert ses intérêts inavoués. C'est la position que je partage au fond de moi. Merci. Alors, Monsieur le Président Ngomo, vous savez que cette présidentielle de 2024, c'est-à-dire le 25 février 2024 sans Ousmane Sonko au Sénégal, c'est impossible puisque la population le dit, et on le sent, on le voit, et même si vous regardez dans l'opposition vraie, la véritable opposition, nous l'appelons maintenant au Sénégal parce qu'il y a une fosse, ce sera vraiment une catastrophe sans que Ousmane Sonko ne soit candidat à la présidence de 2024. D'où le risque des conséquences sociales terribles. Nous nous inquiétons que les événements de 2021 et de 2023, c'est-à-dire le 1er 2 juin, soient encore, ce qui va se passer maintenant, soit encore pire que ce qui s'est passé ces 2 temps-là. Et donc, par conséquent, il est urgent. Et c'est pourquoi je dis que fera Pastef Gabon pour quand même exciter à ce président de parler, parce que le tout-puissant dans une nation, c'est le peuple. Et la Constitution du Sénégal le dit clairement dans son préambule. La première phrase dit « Le peuple sénégalais est souverain ». Et ce peuple sénégalais, Macky Sall le sait, le président, son excellence Macky Sall, Abdoulaye Wade le sait, Abdou Diouf le sait, c'est un peuple qui sait prendre ses responsabilités. Et quand il prendra ses responsabilités, je pense que l'Afrique va se ruer vers le Sénégal pour résoudre la crise. Et avant d'arriver là, est-ce qu'il ne faut pas exciter, ne faudrait pas exciter d'autres présidents africains, tels que Dieudonné Soglo, un homme sage du Bénin. Pourquoi pas le président du Nigeria, Olusegun Obasanjo? Pourquoi pas ne pas écrire à d'autres présidents qui sont en Afrique, qui ont toujours la parole sage, qui peut quand même raisonner les gens. Sinon, les Sénégalais ont peur. Écoutez, je partage totalement votre avis. Et c'est d'ailleurs dans nos traditions que quand la maison du voisin brûle, on ne reste pas là à regarder l'incendie. On va chercher les seaux d'eau et on jette sur le feu pour qu'il s'éteigne. C'est cela les traditions qu'on nous enseigne.
La maison du voisin ici, c'est le Sénégal. Nous, les pays, nous sommes les pays voisins. Et ceux qui doivent prendre les sceaux, ce sont les chefs d'État de ces maisons voisines, de ces pays voisins. Je pense que beaucoup ont déjà fait œuvre utile. Je le crois au fond de moi, même si je n'ai pas la preuve. Mais dans cette tradition africaine, je suis sûr que certains ont déjà essayé d'appeler Macky Sall pour lui dire que c'est dans son intérêt et dans l'intérêt du Sénégal que cette crise soit résolue de la façon la plus juste et la plus pacifique selon le droit positif. Maintenant, il semble que Macky Sall s'entête. Quand nous sommes là à 3 mois du scrutin, nous sommes en novembre, décembre, janvier et février, ce sont les élections. Et la position de Macky Sall reste toujours aussi obstinée, toujours aussi fermée. Et je suppose quand même que depuis que la crise a commencé, il a dû recevoir les coups de fil d'anciens chefs d'État. Faut-il une grande délégation d'anciens chefs d'État pour aller lui parler? Peut-être. Et qui prendra cette initiative-là? Thabo Mbeki? Jacob Zuma? Qui prendrait cette initiative? Je ne sais pas. Mais ce serait peut-être déjà une très bonne chose. Et on verrait là les anciens présidents africains au chevet du Sénégal pour éviter que ce dernier n'implose. Et on pourrait s'en réjouir si cette initiative voyait le jour. Mais nous ne pouvons que la suggérer. Il appartient maintenant aux anciens chefs d'État qui ont quand même des statures d'hommes d'État de faire ce premier pas vers Macky Sall, vers le Sénégal. Mais je vais rester moi dans l'hypothèse la pire. Je vais rester dans l'hypothèse la pire pour conclure cette question. En vous disant la chose suivante. Premier cas de figure. Le cas de figure positif. Une médiation amène Macky Sall à finalement accepter de relaxer Ousmane Sonko et de réhabiliter le PASTEF et donc de laisser le processus démocratique électoral se faire sans plus l'obvier, sans plus l'empêcher. Et dans ce cas, Macky Sall ne sera pas candidat. Amadou Ba le sera. Et il sera battu par Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko deviendra le prochain président de la République du Sénégal. Et je peux vous garantir que Macky Sall va entrer dans les ennuis judiciaires. C'est la première hypothèse, l'hypothèse positive pour Macky Sall, positive pardon pour Ousmane Sonko, mais négative pour Macky Sall. Deuxième hypothèse, Macky Sall s'enferme dans son obstination et refuse d'écouter les anciens chefs d'État, refuse d'écouter la voix de la sagesse. Il refuse. Et dans ce cas, Ousmane Sonko reste en prison, le PASTEF reste radié, banni, et on part aux élections avec peut-être un candidat de la coalition PASTEF. Je pense à Guy-Marius Sagna, par exemple. On décide donc de positionner quelqu'un d'autre, puisqu'on a pris conscience que Ousmane Sonko ne sera plus candidat. Et Ousmane Sonko, depuis la prison, peut effectivement dire de voter pour Guy-Marius Sagna. C'est un exemple. Vous trouvez quelqu'un d'autre pour remplacer Ousmane Sonko, même si c'est difficile, mais Ousmane Sonko peut faire élire un candidat qui serait désigné par la coalition autour de son nom. Ça, c'est donc la deuxième hypothèse. Et dans ce cas, ce candidat-là va forcément gagner. Ou alors, il n'y a pas du tout de candidat Ousmane Sonko, et il n'y a pas du tout de candidat PASTEF. On est là dans une logique d'affrontement. Et là, le peuple va monter au créneau et l'armée sénégalaise risquera de trancher. C'est ça la crainte. L'armée sénégalaise, jusque-là républicaine, va devoir trancher pour éviter que son pays ne s'embrase. Car si Sonko n'est pas candidat, et si aucun membre de la coalition PASTEF n'est candidat, le peuple n'acceptera pas qu'un fantoche, le Premier ministre, qui n'a aucun charisme, qui n'a aucune popularité, puisse prendre le pouvoir. Il n'acceptera pas ça. Car la prise du pouvoir sera forcément frauduleuse. Ce sera par fraude électorale, par hold-up électoral que Macky Sall voudra prendre le pouvoir à travers le fantoche d'Amadou Ba. C'est clair. Et le peuple sénégalais n'acceptera pas. Il sera dans la rue. Et s'il y a des violences, l'armée prendra position. Voilà. Voilà les trois hypothèses que moi, aujourd'hui, j'imagine pour sortir de cette crise.
Ce sont ces trois hypothèses. Peut-être vous en avez d'autres. Président Gomo, j'entrevois une quatrième alternative qui pour moi serait le chemin le plus sage. Parce que vous n'avez pas considéré cette alternative. Vous êtes arrêté à mi-chemin ou alors vous avez pris le côté opposé. Et si, sagement, on amenait Macky Sall à obtempérer, on amenait Macky Sall à comprendre que c'est dans l'intérêt donc de toute la nation et qu'il a aussi intérêt à sortir par la grande porte. Et vous savez, je vous ai dit que le serpent à qui on promet de couper la tête peut devenir plus venimeux. Et de la même manière, le lion qui est déjà blessé peut devenir beaucoup plus dangereux. Alors, lorsqu'on a abordé Macky Sall et qu'il a accepté obtempérer, il a accepté relaxer son cours, qu'il a accepté organiser des élections inclusives, parce que aussi, de l'autre côté, ce qu'il gagne, il gagne son immunité et qu'on ne lui agite pas le spectre d'une prison. Parce que si le président est en prison, il y aura une horde de ministres et de tous ceux qui l'ont servi qui vont passer par le tribunal qui, à l'heure où nous parlons, ne dit pas nécessairement le droit en faveur du peuple. Lorsqu'on a cette garantie, est-ce que ce n'est pas mieux de procéder ainsi pour que celui qu'aujourd'hui nous estimons n'est pas disposé à écouter des gens, moi je dis que c'est procès d'intention, je dis aussi qu'il y a de danger de venir vers la table de discussion avec des idées préconçues, parce que ces idées préconçues peuvent être erronées, nous n'avons pas la science infuse, nous jouons sur des hypothèses, eh bien, ce serait vraiment au détriment de cette lutte que nous menons, une lutte qui se veut pacifique, mais ferme et décisive pour le grand bonheur des Sénégalais. Oui, je pense effectivement que cette voie qui est en fait une sous-solution de la première, c'est-à-dire que Macky Sall accepte la voie de la sagesse, accepte que le processus électoral se déroule normalement, que Ousmane Sonko puisse être candidat, puisse avoir donc le parrainage, puisse même gagner l'élection, que son parti soit réhabilité, et que si ce processus doit s'enclencher ainsi, alors on lui donne des garanties qu'il ne lui arrivera rien. Lui, Macky Sall. Oui. Mais peut-être qu'il voudra demander aussi l'immunité pour tous les autres qui ont été avec lui dans la gabegie, dans la corruption. Est-ce que cela va être accepté? C'est une question. Dans tous les cas, on risque effectivement de rentrer dans une négociation où chacun va devoir lâcher un peu du lest pour que tout le monde sorte grandi de cette crise qui doit quand même finir par être dénouée. Oui, c'est une possibilité qu'il faut effectivement prendre en considération. Oui, je suis d'accord. Merci. Moustapha Ezekiel Diatta, peut-être votre dernière question, si nous n'avons pas d'appelant, et nous allons clore l'émission. Oui, revenons un peu sur les anciens présidents du Sénégal. Abdoulaye Wade, démocrate qu'il est, il devrait quand même parler aller voir Abdou Diouf pour, à l'image de ce que le professeur Baloubi vient de dire. Mais malheureusement, les deux, certainement, ça peut se faire secrètement, mais les Sénégalais n'ont jamais entendu que les deux se sont assis pour parler de ce qui se passe au Sénégal. Vous ne pensez pas que le Sénégal, en crise politique, un pays orphelin? Oui, abandonné à lui-même. Le Sénégal est orphelin. Je suis d'accord avec toi, mon frère Moustapha. Le Sénégal est orphelin de ces présidents anciens qui, pour l'instant, sont muets comme des carpes et ne disent rien pour pouvoir trouver une solution.
Il faut absolument qu'ils sortent de leur silence et prennent la parole pour débrouiller la situation. Absolument, il faut qu'ils le fassent. C'est demander, c'est supplier, pour ne pas dire que c'est exiger. Voilà. Je vais poser ma dernière question, Mustapha, si vous le permettez, au président Ngomo. Ouais. Président Ngomo, dans votre littérature orale, peut-être écrite, mais pas publiée, vous parlez d'une rupture sociologique, n'est-ce pas? Une rupture sociologique par l'irruption, je dirais l'intrusion, ça c'est mon mot occidental. Mais comment cela s'applique? Comment cela s'applique-t-il dans le cas de figure ici du Sénégal? Et comment peut-on régler cette question fondamentale que moi j'estime très importante, parce que ce sera aussi l'après Macky Sall? Oui, effectivement, il y a eu, vous l'avez fort bien dit, une rupture sociologique qui a été faite avec l'irruption ou l'invasion du monde occidental dans notre paradigme africain. Et je vous l'ai dit, le monde occidental, à travers l'esclavage et la colonisation, a déstructuré, a dévasté nos institutions politiques traditionnelles. Et nos institutions s'appuyaient beaucoup sur les sages. Le conseil des sages était autour du roi et agissait comme un instrument de prévention et de régulation des crises ou des conflits. Et le roi écoutait, car c'était les sages qui avaient montré à travers leur vie, à travers leur parcours, à travers leur legs, par le travail qu'ils ont réalisé, qu'ils étaient des hommes de qualité et qui pouvaient leur faire confiance, que le conseil qui était donné était un conseil avisé. Mais quand l'Occident arrive, quand la France arrive, elle casse tout cela et elle établit un lien direct entre l'Élysée et le président de l'État post-colonial français, africain, ce qui est finalement la même chose. Et dès l'instant où ce lien est établi entre l'Élysée et le président africain, et qu'on a cassé le lien avec la cour des conseillers, la cour des sages, et vous comprenez maintenant que le président, eh bien, il est seul face à l'adversité, il est seul face à des crises. Voilà la réalité de la rupture sociologique. Maintenant, comment faire pour corriger ça? C'est la question que vous me posez. Mais il faut simplement réhabiliter le corps des sages. Il faut réhabiliter le conseil des sages. Il faut que l'Afrique renoue avec ses protocoles de résolution des crises antiques. C'est cela qu'il faut faire. Avoir le courage de dire que nous avions à l'époque des mécanismes de résolution des crises et des conflits qui étaient des mécanismes africains basés sur la parole, basés sur la discussion, basés sur la recherche du consensus où on tient compte de toutes les parties sans oublier la dimension ésotérique, la dimension mystique, la dimension de l'ancestralité où il fallait aussi demander aux ancêtres d'apporter leur contribution. Tous ces aspects-là ont disparu. Nous sommes en train de régler les conflits, les crises de manière strictement rationnelle, un peu à l'occidental. Mais il y a toute une dimension ésotérique qui participe aussi dans la résolution des conflits. Toute une dimension d'ancestralité, les mains des ancêtres. Il faut aller faire des libations, il faut les évoquer, il faut faire des offrandes et ensuite demander conseil. Mais c'est des pratiques qu'on avait avant. Pourquoi est-ce qu'on ne renoue pas avec ces pratiques-là? Qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? Rien. Aujourd'hui, Macky Sall va davantage écouter les confréries musulmanes qui ont une influence, mais il ne va pas faire référence à ses ancêtres. Voyez-vous? Donc, je prétends qu'à l'avenir, il nous faudra régler les conflits, les crises en Afrique en tenant compte des réalités rationnelles, c'est-à-dire les sages, les conseils avisés, les observations pertinentes qui vont dans le sens vraiment d'une résolution du conflit sans mort d'homme. Ça, c'est l'approche rationnelle. Mais il y a également une approche irrationnelle. Il faut invoquer les ancêtres. Il faut faire des rites de libation. Il faut demander aux ancêtres de venir nous aider, de trouver des solutions.
Et je crois que cela est possible, puisque nous le pratiquions pendant des millénaires avant que ça ne soit arrêté par l'Occident. Revenons à cela et on verra bien si c'est efficace. Voyez-vous? C'est comme ça que je pense que nous pouvons réhabiliter ces instruments antiques, anciens africains qui nous ont permis pendant des millénaires de régler des litiges, de régler des conflits. On peut le faire. Mais aujourd'hui, avec la génération actuelle, cela me semble difficile. Elle a déjà été formatée à la réalité france-africaine. C'est peut-être la prochaine génération qui arrive, si nous pouvons lui inculquer ces éléments-là, qui en tiendra compte. C'est pour cela qu'il faut vraiment louer le travail colossal et phénoménal que Cheikh Anta Diop a réalisé pour son pays, a réalisé pour l'Afrique, pour le monde noir, et il doit actuellement se retourner dans son tombe, en se disant que, mon Dieu, nous disposons de tous les outils, de tous les atouts, de tous les instruments pour régler des petites crises, et puis nous n'en faisons rien. C'est bien dommage. Merci. Il faut que la pensée de Cheikh Anta Diop soit enseignée. La pensée de ses disciples, Obenga, Omotunde, Kofi Gomez, il faut justement que l'Afrique renoue avec ce narratif-là, pour que nous puissions régler des crises à notre manière, et non pas toujours selon la volonté ou bien selon ce que les Occidentaux ont décidé. Voilà, mon frère Baloubi, la réponse à votre question. Merci, Président Ngomo. Pendant que nous parlons de l'ésotérique, vous avez parlé de l'ésotérique. Eh bien, on dit que lorsque les chiens quand même aboient, et surtout la nuit, ce n'est pas bon signe. De toutes les façons, je ne nous fais pas peur. La victoire est du côté de nos ancêtres, de notre côté et du côté des générations, votre génération et celle à venir. Alors, Mustapha Ezekiel Diatta, si vous êtes encore à côté de moi, eh bien, Mustapha Ezekiel Diatta, votre mot de fin. Mon mot de fin, professeur Baloubi, ça sera attirer l'attention de l'humanité tout entière, en particulier aux peuples africains patriotes. Que le silence des chefs d'État, anciens chefs d'État du Sénégal, est un danger, puisque le Sénégal est dans un moment sombre de sa politique jamais connue dans l'histoire de notre pays. Leur intervention, en particulier le président Abdou Diouf, suivi de Abdoulaye Wade, devrait mettre la pendule à l'heure pour permettre à Macky Sall, son Excellence, notre président, de baisser la tension. Parce que là où nous allons, le peuple sénégalais prendra ses responsabilités, comme le dit la Constitution. Et aucun État ne peut se battre contre un peuple déterminé. Et c'est ce qui va se passer au Sénégal. Nous prions à Dieu pour que ces hommes qui ont servi le Sénégal jusqu'à ils ont pris leur départ au niveau de la présidence et qu'ils mènent une autre vie, qu'ils puissent savoir que s'ils ne parlent pas, ils rendront compte à la conscience du Sénégal, à leur propre conscience, mais aussi à la conscience divine. D'où l'urgence de parler. C'est gratuit. Ils connaissent l'état du Sénégal. Ils ont formé Macky Sall, ils le connaissent. Ils connaissent l'appareil du Sénégal. Ils savent comment le Sénégal fonctionne. Aujourd'hui, les yeux du peuple du Sénégal sont riés vers eux. C'est leur intérêt de parler. Je vous remercie. Merci, Mustapha Ezekiel Diatta. Et enfin, Président Ngomo, votre mot de fin. D'abord, merci encore de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur une des crises les plus emblématiques de l'histoire du Sénégal. C'est vrai que pendant très longtemps, le Sénégal a été ce modèle démocratique de stabilité et de paix, où les hommes ont toujours réussi à maintenir cette stature d'État, pour éviter que le Sénégal ne tombe dans le précipice de l'histoire. C'est bien vrai que Abdou Diouf a reculé devant le désir pressant de s'éterniser au pouvoir. C'est bien vrai. Abdoulaye Wade a renoncé au troisième mandat. Et aujourd'hui, Macky Sall, qui pourtant avait poussé Abdoulaye Wade à ne pas faire un troisième mandat,
était dans cette logique pour ensuite revenir sur sa position. Alors, pour la suite, je ne suis pas devin et je n'ai pas une boule de cristal, mais pour la suite, je ne vois que trois hypothèses. Une de ces hypothèses va s'affirmer au long de l'histoire et va exclure les deux autres. Première hypothèse, Macky Sall sort vainqueur de cette crise. Deuxième hypothèse, Ousmane Sonko sort vainqueur de cette crise. Troisième et dernière hypothèse, Macky Sall et Ousmane Sonko sortent tous les deux vainqueurs de cette crise. C'est une de ces trois hypothèses que l'histoire va retenir. Et attendons de voir laquelle l'histoire nous a réservé. Voici mon frère Baloubi, mon mot de fin. Merci. Quelque peu énigmatique, c'est vrai, mais on va laisser l'histoire trancher cette affaire si les hommes ne le peuvent. Merci, Président Ngomo. Vous avez acquis de la sagesse dans votre mot de fin parce que parmi les trois hypothèses, eh bien, vous avez placé l'hypothèse du peuple qui gagne. Parce que si Sonko et Macky Sall sortent gagnants, c'est le peuple sénégalais qui en sort gratifié. Et c'est lui qui a le premier et c'est aussi lui qui a le dernier mot. Alors, au président Macky Sall, au parti de l'opposition vraie ou fausse, au parti de la mouvance présidentielle, joignez-vous à notre appel, notre cri de corps ici sur Tempo Afrique TV par ma voix pour aider à pacifier le Sénégal. Eh bien, je suis certain dans ma foi et dans ma prière que jusque-là, nous mettrons tous les pastefs, ou que les pastefs se mettront résolument au travail. Alors, président Macky Sall, soyez-en prévenus, ne soyez pas surpris de recevoir un courrier officiel, soit pour demander, n'est-ce pas, un rendez-vous avec vous pour traiter de cette situation, ou alors pour implorer votre sagesse pour que vous puissiez gagner au même moment que Sonko gagne, c'est-à-dire que votre gain est le gain de Sonko, est le gain du peuple sénégalais tout entier. Alors, président Diouf, président Abdoulaye Wade, attendez-vous à recevoir aussi de Pastef Afrique un courrier qui vous invite et qui vous exhorte à aller au secours d'un Sénégal que nous ne voulons pas laisser abandonné, orphelin dans la rue. Ainsi prend fin cette émission. Nous vous remercions du fond de notre cœur, téléspectatrices et téléspectateurs, vous qui avez suivi et vous qui avez, n'est-ce pas, les moyens de suivre en différé. Merci pour le soutien que vous nous apportez au quotidien. Merci d'être venu, président Ngomo. Nous vous souhaitons tout le bonheur à vous, à votre famille, ainsi qu'à votre beau pays, le Gabon. Merci à vous, Moustapha Ezekiel Diatta, correspondant de Tempo Afrique TV en résidence à Dakar depuis le Sénégal, et à la régie qui a facilité la mise en onde et les images que vous voyez, nous disons infiniment merci. Quant à moi, Simon Moubarak, venant du professeur Salif Désiré Baloubi, votre humble serviteur, le modérateur de cette émission. Alors, à chacun et à tous, nous disons bonsoir et à la prochaine. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Votre attention s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95.
ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Achetez maintenant $193 pour toute l'année, plus l'expédition et le TV Box.